Bonjour à tous, merci d'être présents. Alors j'espère que vous n'êtes pas présents pour le rapport de la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge du numérique qui était annoncé dans le programme, parce que nous allons vous parler de cybercriminalité. Vous me direz que c'est un sujet quand même qui est tout à fait d'actualité, mais un mot quand même pour vous expliquer pourquoi nous n'allons pas parler de ce rapport. Myriam Kemener et moi-même faisons partie de cette commission de réflexion qui a été installée par M. Bartolone en juin 2014. Ce rapport devait être rendu en septembre et vous connaissez les calendriers de nos ministres. Donc il y a eu des glissements successifs et nous ne pouvons pas vous rendre compte des conclusions de ce rapport avant de l'avoir remis officiellement au président de l'Assemblée nationale, puisque c'est lui qui nous l'a demandé, et à Madame Axelle Lemaire, ce qui va être fait respectivement les 6, les 8 octobre et dans la suite, dans la semaine qui suit, à Madame le maire. Donc vous entendrez parler de ce rapport et des propositions qui sont faites, puisque ce rapport porte sur des propositions d'une commission mixte, acteurs de la société civile et parlementaires, sur les libertés, les droits et les libertés à l'âge du numérique. Voilà pour clôturer cette annonce de plan. Donc, nous avons reformaté cette intervention et nous allons vous parler des outils juridiques pour lutter contre la cybercriminalité. Alors les chiffres, vous savez, on fait dire beaucoup de choses aux chiffres, mais j'ai trouvé plutôt intéressant ce sondage qui a été fait par Vanson Bourne en 2014 sur les 12 derniers mois de l'année. En fait, ça portait de septembre 2013 à septembre 2014. C'est un sondage qui a été fait auprès de 3300 décideurs informatiques dans des entreprises de plus de 250 personnes et dans 24 pays. Et ce sondage donne 3 éléments d'information qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est que 64% des personnes sondées ont fait état de perte de données et d'interruption d'activité dans leur entreprise suite à une difficulté. Nous reverrons toute la série, mais qu'on va englober sous le terme de perte de données ou de dysfonctionnement à un moment donné non contrôlé. Et cela occasionnant en moyenne 3 jours ouvrés d'interruption non planifiée. Donc, premier élément. Deuxième élément, le préjudice total se chiffre à 1,7 milliard de dollars et la progression est impressionnante puisque il serait de plus de 400% en moins de 2 ans entre les chiffres collectés en 2012 et en 2014. Alors, vous me direz que les sondages, on leur fait dire beaucoup de choses, mais une chose est sûre, c'est que nous avons aujourd'hui cette problématique liée aux atteintes aux données. Alors les origines sont multiples, ça va du vol, fuite, fraude, virus, tout ce que vous voulez, usurpation d'identité. La panoplie est d'une richesse infinie. J'avais tout à l'heure au téléphone un client qui faisait état de la disparition dans sa boîte mail d'un message auquel était joint un document ultra confidentiel. Ce message a juste disparu et donc toutes les recherches sont faites pour identifier, mais vous voyez que véritablement cela non pas se banalise, parce que je pense que personne ne considère que c'est banal, mais tout le monde est concerné et tout le monde est préoccupé par l'inflation que cela peut représenter. Alors, on dit que 80% des risques trouvent leur source à l'intérieur de l'entreprise. Ce n'est pas forcément de la malveillance.
c'est de la négligence, souvent. Mais il faut tenir compte de ces atteintes qui peuvent émaner de l'intérieur de l'entreprise comme de l'extérieur. Et à l'époque où l'on parle d'API, de cloud, d'open data, eh bien, tout cela sont des ouvertures sur l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment y aller. Cela présente plein d'avantages. Ça veut juste dire qu'il y a des ponts qui peuvent ici créer des ouvertures et qui peuvent de ce côté-là créer des risques d'atteinte dont il faut avoir conscience. Et puis, la négligence que j'évoquais est aussi un facteur très important avec le développement de tous les objets connectés, puisqu'on est en permanence avec toute une série d'outils connectés à l'entreprise, favorisant donc tout ce qui va être divulgation non autorisée, erreur, perte de données. Alors, pour évoquer ce sujet, eh bien, nous allons être deux et je vais donner tout de suite la parole pour le volet pénal proprement dit, puisque on va vous parler des actions juridiques qui mieux que Myriam Kemener, que beaucoup d'entre vous connaissent et peut en parler. Elle est, je le rappelle, elle a été avocat général à Versailles. Elle est depuis le 1er septembre, Myriam, tu me corriges si je me trompe, mais depuis le 1er septembre, elle est conseillère juridique auprès du cyberpréfet, puisque nous avons un cyberpréfet qui a été installé en décembre 2014. Donc Myriam, qui est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la cybercriminalité, le dernier étant paru il y a très peu de temps d'ailleurs. Pardon ? En juin 2015. Donc, elle est parfaitement d'actualité. Et donc, je vais demander à Myriam de dérouler les voies d'action au pénal, mais très concrètement, parce que c'est la question que me posent les clients, Myriam, aller au commissariat du coin, déposer une plainte, eh bien, ça ne donne pas de très bons résultats. Donc, comment comment défendre ce patrimoine informationnel? Quelles sont les mesures immédiates à prendre sur le terrain pénal? Quelles sont les voies d'action et les mesures immédiates à prendre? Bien, bonsoir à tous. Alors, effectivement, je vais complètement inverser mon propos. Je voulais d'abord vous parler des infractions pénales et je vais d'abord finalement évoquer avec vous un cas pratique. C'est vrai que jusqu'au mois de juillet, j'ai été en juridiction ou dans un ressort où nous avions beaucoup de ce type d'affaires, puisqu'il y a dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles en particulier Nanterre et la Défense, donc beaucoup d'entreprises, et on constate bien évidemment une hausse globale de la cybercriminalité, mais de plus en plus aussi des grandes entreprises, et non des moindres, qui osent déposer plainte, parce que c'est vrai que c'est un acte qui n'est pas anodin. Je me souviens, quelques années, on avait fait d'ailleurs un atelier sur ces questions, la perquisition dans une entreprise, dans les entreprises, je me souviens, et ça avait suscité un certain nombre de réactions lors de ces précédentes assises. Et maintenant, des grandes entreprises osent déposer plainte, et je ne sais pas pour autant que ça va nuire à leur e-réputation. Alors, effectivement, tu parlais de déposer plainte au commissariat du coin. Ce n'est pas évidemment forcément indiqué, surtout pour des... Est-ce que vous entendez bien au fond? Je ne sais pas si vous entendez bien? Je vais m'approcher. Il faut que tu parles. Oui. Voilà. Donc, effectivement, une plainte peut être... Il y a plusieurs façons et des modalités de dépôt de plainte. Ça peut être... maintenant, les services au niveau du ministère de l'Intérieur indiquent qu'on peut déposer plainte dans n'importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie. Moi, j'ai tendance quand même à conseiller plutôt de déposer plainte auprès d'un service spécialisé
qui a en charge ce type de contentieux. Donc, normalement, même en province, et vous avez des ICC et des NTEC par la gendarmerie, c'est-à-dire des officiers de police judiciaire qui sont spécialisés en matière justement de technologie numérique et de cybercriminalité. Il y a une autre voie qui est assez utilisée aussi, c'est directement déposer plainte auprès du procureur de la République territorialement compétent. Donc ça, c'est la première étape. Ce qui peut aussi être fait, c'est un contact direct avec services spécialisés. C'est vrai que de plus en plus, je pense, vous le savez, il y a beaucoup de rapports. Il y en a un qui va sortir prochainement. Il y a eu aussi en 2014 un rapport d'un groupe interministériel qui faisait un certain nombre de préconisations. Ça donnait, les rapports parfois restent dans les placards, mais parfois ils portent leurs fruits. Et ça a été le cas de ce rapport qui a donné lieu à la création de pas mal de postes d'officiers de police judiciaire, en particulier d'une sous-direction de lutte contre la cybercriminalité qui englobe maintenant l'office spécialisé, l'OCLCTIC, en matière de lutte contre la cybercriminalité. Donc, des contacts, ces services et cette sous-direction, d'ailleurs, a fait le tour de la France pour présenter différentes thématiques en lien avec la cybercriminalité, est à même aussi de renseigner des grandes entreprises sur la stratégie, parce qu'il s'agit en fait de stratégies à adopter pour mener à bien une procédure pénale. Donc, je pense que la meilleure solution, évidemment, c'est l'anticipation des risques numériques, c'est de développer de la prévention auprès des salariés, bien évidemment, mais quand il y a un préjudice assez important, parfois l'action pénale est une voie qui peut être pertinente, et je vais vous évoquer avec vous quelques infractions qu'on relève le plus fréquemment dans ce type d'affaires, et également les voies procédurales qui peuvent être mises en place, puisque le législateur, depuis plusieurs années, on a tendance parfois à dire qu'en France, on est un peu en retard. Il faut savoir qu'on a un droit matériel et processuel tout à fait complet, qui, au fil des années, a été adapté, je dirais, à l'univers numérique, avec des procédures assez dérogatoires. Certaines font débat. C'est toujours un savant équilibre entre la protection de l'ordre public et la préservation des libertés. Donc, dès qu'on parle de réglementer Internet et de mettre en place des procédures comme l'infiltration ou la captation de données, il y a toujours des débats assez vifs entre les partisans d'un Internet libre et effectivement préserver l'ordre public et pouvoir réglementer ce cyberespace. Alors, quelles sont les infractions qu'on rencontre en matière de lutte contre la cybercriminalité? Eh bien, des infractions qu'on connaît, qui sont extrêmement classiques. Donc, je pense par exemple, on a beaucoup d'affaires qui sont en cours et certaines ont abouti d'ailleurs. Je pense aux escroqueries au président. Escroquerie aux faux ordres de virement, donc c'est ni plus ni moins du social engineering, c'est-à-dire que des personnes se font passer pour président ou mettent en place une stratégie, de préférence la veille des longs week-ends, le vendredi, pour demander qu'un virement soit fait en urgence. Et évidemment, malgré une sensibilisation qui a été faite par les services de police spécialisés. À cet égard, par exemple, le CRGDF, qui est spécialisé en matière de lutte contre la délinquance financière, a sorti des affaires à dimension internationale. Malgré cela, des entreprises peut-être moins informées, d'ailleurs souvent des PME, sont tombées dans le panneau, et en préparant notre rencontre d'aujourd'hui, je lisais récemment qu'une PME
en province étaient au bord de la faillite, hein, suite à justement ce mode opératoire, c'est-à-dire une escroquerie en bande organisée. Hein. C'est assez bien fait. Les cyberdélinquants rassemblent des informations sur les entreprises par le biais, par exemple, d'infogreffes. Du coup, les services de police spécialisés ont mis en alerte Infogreffe. Hein. C'est vrai que Infogreffe permet de rassembler un maximum d'informations sur les entreprises, même sur Internet. C'est pour ça, bon, il ne s'agit pas de complètement être absent de la toile, hein, mais il faut quand même être assez prudent sur les informations qu'on livre. Mène une enquête sur la toile, rassemble des éléments, récupère les organigrammes et après monte cette stratégie pour appeler la secrétaire de préférence un vendredi après-midi en lui exerçant une certaine pression. Et ce système pourtant qui est assez médiatisé, on lit beaucoup d'articles sur ce mode opératoire et malheureusement il y a encore des entreprises qui sont victimes. Alors ce qu'on peut voir aussi, alors il y a eu tout un débat au niveau de la doctrine en matière de vol d'éléments immatériels. Pendant longtemps, on estimait que le vol concernait les choses, hein, c'est-à-dire du matériel et non pas de l'immatériel. Et il y a des jurisprudences qui étaient un petit peu isolées, donc il y avait une certaine insécurité juridique en matière de vol d'éléments immatériels. Alors c'est assez fréquent. Et depuis la loi du 13 novembre 2014, qui a priori concerne, enfin d'ailleurs c'est son titre, renforçant la lutte contre le terrorisme, cette nouvelle loi récente et encore parfois un peu méconnue comprend des dispositions extrêmement pertinentes pour renforcer justement aussi la lutte contre la cybercriminalité et en particulier prévoit maintenant la répression de l'extraction de données. Et à mon sens, alors il y a eu quelques petites hésitations, mais maintenant il y a un consensus des juristes sur ce point. Hein. L'extraction de données permet de réprimer le vol d'éléments immatériels. Autre infraction classique, hein, il y a quelques jurisprudences sur le recel, c'est-à-dire que alors que le vol d'éléments immatériels n'était pas retenu, le recel est parfois retenu, ce qui est très fréquent. On parlait à l'instant de la fraude interne. Le salarié qui va utiliser, par exemple, des outils numériques à des fins autres que celles pour lesquelles les matériels lui ont été remis, on retient très fréquemment, il y a des jurisprudences très nombreuses qui retiennent l'abus de confiance, qui permet de sanctionner ces comportements liés à la cybercriminalité. Hein. Donc, c'est des salariés qui détournent des fichiers informatiques aussi, par exemple, à des fins personnelles, par vengeance ou, suite à un licenciement, ils vont récupérer ces fichiers et les réutiliser. Donc, plusieurs jurisprudences retiennent l'abus de confiance et je parlais tout à l'heure de prévention, c'est effectivement les chartes informatiques sont tout à fait nécessaires et de plus en plus elles sont modifiées, réadaptées au regard par exemple de l'usage des réseaux sociaux. Et évidemment, l'usage de ces fichiers à des fins personnelles, c'est en contradiction totale avec ces chartes informatiques. Alors après ces infractions classiques, nous avons un arsenal ancien qui date de la loi de 88, loi Godefroy, qui permet de réprimer, qui a résisté au temps, et qui permet de réprimer, je dirais, le piratage informatique, l'ensemble des atteintes au système de traitement automatisé de données, donc le fait d'accéder, de se maintenir dans un système. Également, nous avons le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, l'introduction de données sans motif légitime et également, il y a assez peu de condamnations, c'est l'infraction en fait d'association de malfaiteurs transposée à la dimension numérique. Hein, c'était initialement pour réprimer des groupements de hackers. Donc
voilà sur le bloc d'infraction, je dirais, qui tient la route, hein, malgré les évolutions en matière de mode opératoire lié à la cybercriminalité. Il y a des délits connexes, comme je prendrai l'exemple de l'usurpation d'identité en ligne, qui est issu de la LOPSI 2, hein, que vous connaissez. C'est vrai que utiliser un faux nom, une fausse qualité, ça peut être un élément constitutif de l'escroquerie, mais ça peut être une infraction en soi. Et donc, ça permet, par exemple, de réprimer les faux profils qui sont créés parfois sur les réseaux sociaux par vengeance. J'ai eu un cas, il n'y a pas très longtemps, d'un salarié qui n'aimait pas un autre salarié qui, par vengeance, avait créé un faux profil Facebook et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis. Donc, voilà rapidement brossé, je dirais, l'arsenal dont on dispose. Quelques mots maintenant sur la procédure, puisque c'est très bien d'avoir des infractions, mais il faut pouvoir les caractériser et pouvoir les établir. Et c'est la procédure qui permet justement des outils procéduraux qui permettent de après poursuivre les cyberdélinquants. Donc l'objectif, évidemment, c'est de rassembler la preuve de ces infractions. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est la preuve numérique, hein, donc elle est plus fragile, elle est volatile, elle peut disparaître, elle peut être modifiée. Et actuellement, il y a des travaux au niveau européen, Commission européenne, Interpol, pour harmoniser les modes de recueil de la preuve. Hein. Bien sûr, en pénal, la preuve est libre. On peut rapporter, bon, puis il y a une distinction après entre le particulier qui peut rapporter une preuve qui va être recueillie dans les conditions déloyales. Je pense des jurisprudences où, par exemple, un fichier volé a été retenu comme mode de preuve, mais amené par un particulier, on estime qu'il peut moins se défendre qu'un officier de police judiciaire. Par contre, l'officier de police judiciaire ne peut rapporter que des preuves recueillies dans des conditions loyales. Et ça, c'est la notion de loyauté. On la voit apparaître de plus en plus, y compris d'ailleurs en matière de concernant les plateformes. Cette notion de loyauté est assez intéressante. Alors, comment on rassemble des preuves ? Il y a l'interception en 2 mots pour laisser place aussi aux questions et que cet atelier soit interactif. L'interception téléphonique est transposable à Internet. Donc on peut intercepter non pas le contenu, hein, mais les données de trafic. Nous avons aussi des moyens plus intrusifs comme l'infiltration, qui est plutôt d'ailleurs l'enquête sous pseudonyme, hein, c'est-à-dire un officier de police judiciaire va se faire passer pour quelqu'un d'autre, hein, pour rentrer en contact avec quelqu'un qui est soupçonné de commettre une infraction. Alors, vous voyez réagir peut-être par rapport à l'interception d'Internet à partir du moment où, par exemple, il y a une information judiciaire d'ouverte, c'est-à-dire un juge d'instruction saisi, on peut faire là de l'interception, y compris de contenu, hein, mais c'est extrêmement encadré sous le contrôle d'un magistrat. Et hors ouverture d'information, ça peut être maintenant autorisé pour les infractions les plus graves en matière de criminalité organisée ou de terrorisme. Et dernière, alors ça va pas tarder à être mis en œuvre, une autre procédure extrêmement intrusive, par contre, c'est la captation de données à distance qui permet de récupérer. Et maintenant, par exemple, un service d'enquête de son bureau va pouvoir faire de la captation de données à distance, qui n'était pas possible par le passé. Donc voilà, je reprends. On forme un binôme, on a l'habitude, y compris dans d'autres lieux et même au sein de salles d'audience. Mais voilà quelques éléments d'explication pour pouvoir mener à bien une procédure. Merci Myriam. Donc vous avez compris que vous ne manquez pas d'articles du Code pénal pour lutter. Donc, j'ai tendance à dire, et je le dis assez régulièrement aux législateurs, ne rajoutons pas de texte, nous avons tout ce qu'il faut. La vraie difficulté, c'est la prévention et appréhender le responsable.
Alors, c'est important, cela dit, d'avoir des textes, parce qu'en matière pénale, il y a une règle absolue qui est qu'il n'y a pas d'infraction s'il n'y a pas de texte. Le texte doit être d'une précision absolue et votre infraction doit rentrer dans le texte. Donc, si vous n'avez pas de texte, vous ne pouvez rien faire. Cela étant, il y a le volet pénal et puis il y a un volet civil. Et l'un n'est pas exclusif de l'autre. Il faut qu'ils se succèdent parfois dans le temps, mais la procédure civile apporte des réponses. Par exemple, lorsque vous vous faites piller une base de données, eh bien, il y a une action en contrefaçon. Les bases de données sont protégées par ce qu'on appelle un droit sui generis, c'est un droit d'auteur mais spécifique. Il n'y a pas besoin de formalité pour bénéficier de cette protection, mais s'il y a un pillage, extraction massive, il va y avoir une action en contrefaçon possible. Il y a également ce qu'on appelle les actions en concurrence et notamment les actions en concurrence parasitaire. C'est quoi? C'est le fait de justement dénoncer des comportements d'un tiers qui a pu bénéficier des investissements que vous avez pu réaliser pour les réexploiter. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont possibles. Et lorsque le fait provient d'un salarié, vous savez bien qu'il y a également, sur le plan procédural, eh bien, la possibilité de le licencier pour faute. Enfin, on va retrouver donc des moyens d'action à ce niveau-là. Mais ce sur quoi je voudrais insister plus particulièrement, c'est que si vous avez des armes juridiques, vous avez néanmoins une responsabilité. La responsabilité, elle pèse sur la tête du chef d'entreprise. Et par délégation, elle va reposer sur la tête des différents acteurs, le DSI, le CIO, le RSSI. Elle va reposer sur celui qui va prendre en charge la question de la sécurité. Et la sécurité, de plus en plus, elle induit un certain nombre de mesures qui doivent être prises à l'intérieur de l'entreprise. En particulier, dès qu'on touche aux données personnelles. Vous savez que historiquement, la France est extrêmement mobilisée sur ce sujet depuis la loi informatique et liberté, qu'au plan européen, nous avons cette directive de 95 et qu'il y a un article qui est important, c'est dans la loi informatique et liberté, c'est l'article 34, qui prévoit la mise en cause de la responsabilité de l'organisation ou de l'entreprise en cas de fuite d'informations lorsque celles-ci sont ou contiennent des données à caractère personnel. Donc il y a une obligation de préservation. Elle est générale. Vous avez une obligation générale de sécurité qui est un peu la même responsabilité que celle que nous avons connue, celle du bon père de famille qui est je ne pars pas en laissant la maison ouverte, ou celle du capitaine de bateau qui a l'obligation de mener à bon port son bateau et qui va vérifier et qui doit avoir tous les outils pour s'assurer qu'il n'y a pas de fissure, que le bateau ne va pas prendre l'eau. Et la responsabilité va être différente selon le niveau de négligence en termes de sécurité. Si on part de chez soi avec les volets ouverts, les fenêtres ouvertes, la porte ouverte, eh bien on voit bien qu'il y a une gradation dans la prise de responsabilité et une question que vous connaissez fort bien puisqu'on la retrouve au niveau de l'assurance qui va vérifier que vous avez mis le signal d'alarme ou pas s'il était prévu d'avoir un signal d'alarme, que vous avez mis dans le coffre ou pas s'il s'agit d'objets précieux. Donc c'est la même logique, c'est la hiérarchisation de l'information qui doit être sécurisée, protégée et au moment où la donnée est l'actif de l'entreprise, nous sommes au cœur de la problématique et il va bien falloir, au-delà de la protection juridique qui est associée à chacune de ces données, se préoccuper de la protection générale de l'entreprise. Donc, dès qu'il y a des données personnelles, il y a une possibilité de mise en cause de la responsabilité en cas de fuite touchant à des données personnelles.
Et puis les fuites d'informations, elles peuvent être révélatrices de failles de sécurité. Et depuis la loi du 18 décembre 2013, la loi de programmation militaire, les entreprises qui sont reconnues d'importance vitale, les fameuses OIV, et leurs sous-traitants sont tenus à des niveaux de sécurité spécifiques. Alors, si vous êtes OIV, vous le savez parce que votre société est mentionnée dans le cadre d'un décret. Donc, des mesures de sécurité qui sont fixées directement par les services du Premier ministre et le responsable peut encourir des sanctions pénales s'il ne les respecte pas. Alors, j'évoquais l'article 34 de la loi Informatique et Liberté. En fait, c'est l'article 34 bis, pour être précise, qui impose aux opérateurs de communication électronique d'avertir sans délai la Commission nationale Informatique et Liberté et éventuellement les personnes concernées, donc les personnes victimes, de violations portant atteinte aux données personnelles. Alors, aujourd'hui, c'est limité, c'est circonscrit, mais cela va sans doute se généraliser avec ce fameux projet de règlement européen dont vous avez forcément entendu parler, qui va finir par voir le jour puisque ce règlement est annoncé pour début 2016. Et cette obligation de notification devrait être généralisée à tous les secteurs et donc conduira à une notification aux victimes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, intrinsèquement, cette décision, cette formalité, cette obligation, comme vous voudrez, a vocation à sensibiliser encore plus à l'enjeu de la sécurité, parce que, je suis sûre que vous l'avez compris, le véritable préjudice, en dehors du pillage de l'actif de la société, au niveau du patrimoine informationnel, c'est le préjudice d'image. Et le préjudice d'image revient en boucle. Donc le jour où on est obligé de notifier à toute une série de victimes potentielles le fait que la base de données personnelles a été pillée, il peut y avoir un malaise. Et cela... Et là où on passe aussi à une vitesse supérieure, c'est que jusqu'à présent, il était possible de donner des instructions à son sous-traitant, à reporter la responsabilité sur son sous-traitant lorsqu'on déléguait le traitement des données personnelles, et cela ne va plus être possible, non pas la délégation, mais la responsabilité, puisque le règlement prévoit une co-responsabilité du donneur d'ordre et du sous-traitant en termes de sécurité. En d'autres termes, vous ne pourrez pas juste vous reposer sur le dispositif mis en place. Donc, on voit apparaître ici et là toute une série d'alertes qui expriment la préoccupation en termes de sécurité. Les organismes d'importance vitale que j'évoquais tout à l'heure ont l'obligation d'alerter les services du Premier ministre lorsqu'il y a des incidents qui affectent les niveaux de sécurité des systèmes de traitement. Et puis, il y a une proposition de directive sur la sécurité des réseaux et de l'information qui prévoit une obligation de notification étendue à toute une série d'acteurs économiques, les banques, l'énergie, le transport, la santé et autres. Et l'idée ici est vraiment, vous voyez, une espèce de contamination de prise de conscience. Alors, les mesures techniques et organisationnelles. En pratique, bien sûr, dans toutes les entreprises, au niveau des directions des systèmes d'information, on va mettre en place toute une série d'outils. Par exemple, pour être ultra basique, l'antivirus, le firewall, c'est basique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on ira vérifier en cas de problème, c'est si a bien été chargée la dernière version. C'est là-dessus que va jouer la responsabilisation des intéressés.
Donc, la question qui va se poser très naturellement en cas de contentieux, c'est oui, vous avez subi un préjudice, mais est-ce que vous avez pris les bonnes mesures? Et est-ce que ces mesures sont celles que prendrait logiquement toute personne? Et si vous êtes dans une catégorie particulière, est-ce que vous avez rempli vos obligations de sécurité? Aujourd'hui, lorsqu'on fait des audits, en particulier des audits de sécurité ou des audits données personnelles dans les entreprises, eh ben, il y a des normes de sécurité particulières. Prenez par exemple le domaine de la santé. Vous ne pouvez pas héberger en dehors de l'entreprise chez un hébergeur qui n'est pas agréé et qui ne répond pas aux normes de sécurité. Donc là, vous avez une obligation légale. Mais on peut imaginer qu'en dehors d'une obligation légale, il va y avoir une analyse au cas par cas pour vérifier s'il était pertinent ou pas d'externaliser avec ou sans un niveau de sécurité suffisant. Alors, les éléments techniques, en général, vont reposer sur des politiques de sécurité qui elles-mêmes sont élaborées sur la base de normes. Je pense par exemple à la norme ISO 27001. Et puis il y a de plus en plus de documents juridiques qui sont formulés. Par exemple, vous avez au niveau de l'ANSSI, tout simplement, il y a un certain nombre de préconisations. Et ces préconisations se transforment tout doucement en code de bonne conduite et éléments de référence. Il faut en être conscient. Mais il y a également le guide AFNOR qui analyse tout ce qui est lié à la prévention et à la fuite d'informations. Alors aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les entreprises, eh bien, vous retrouvez les comportements inadaptés à l'usage des nouvelles technologies. Et j'évoquais tout à l'heure beaucoup de négligence, les téléphones portables, les ordinateurs portables, tout cela, mais ça, vous connaissez par cœur. Le manque de rigueur dans le respect et le contrôle des règles édictées. En disant ça, je pense au cas d'un incident qui a eu lieu à l'intérieur d'une entreprise et en fait c'était un salarié qui avait quitté son bureau, l'ordinateur est resté ouvert, la page d'accès à sa boîte mail était accessible et en fait ce qui a été reproché au chef d'entreprise, c'est de ne pas avoir mis un système en place qui permet automatiquement de fermer la page d'accès. Donc c'est tout bête. Mais ce sont encore une fois, des comportements de bon sens et d'attention qui sont demandés. Ça peut être également les personnes extérieures à l'entreprise auxquelles on va remettre les codes d'accès, les badges et pas faire l'effort de vérifier que la restitution de ces badges et les changements de code ont été effectifs. Nous avons le cas aussi d'anciens salariés, certes indélicats en l'occurrence, mais qui ont trouvé tout à fait intéressant de continuer à s'intéresser à la vie de leur entreprise et qui, de ce fait, eh bien, sans difficulté, ont pu continuer à accéder à des informations. Certes, c'était indélicat, mais dans le même temps, c'était un manque de rigueur dans l'attitude de l'entreprise. Et puis, il y a un déficit évident en règles claires, strictes des usages, en sensibilisation de sécurité basique, en formation. Tout cela continue à être la cause principale de ces difficultés. Il y a bien sûr toutes les tentatives d'entrave, fausser le traitement des données, des systèmes de traitement. C'est ce qu'évoquait Myriam tout à l'heure. De ce point de vue-là, personnellement, je suis toujours très impressionnée par la capacité qu'a eu M. Godefrin d'énumérer de manière très large toutes les possibilités, puisqu'on peut entrer, rester, se promener à l'intérieur d'un traitement, et tout cela n'est pas légal, mais encore faut-il pouvoir s'introduire faussement dans le système. Et ici encore, la question va être de savoir s'il fallait casser la porte ou juste la pousser.
Et puis, quelles sont les autres causes? Il y a les contraintes budgétaires aussi qui sont souvent énoncées par les entreprises, un investissement insuffisant en termes de sécurisation, des solutions techniques qui vieillissent, un parc informatique vulnérable. Et puis en fait, une défaillance dans l'identification d'une méthodologie pour identifier les zones à risque dans une entreprise. En fait, moi, c'est ce qui m'a toujours frappé, c'est que finalement, la tâche paraît extrêmement ardue. Il y a cette chape de plomb avec toutes les obligations légales qui pèsent. On ne sait pas forcément dans quelle direction aller. On sait qu'on peut se faire taper sur les doigts, mais on ne sait pas exactement d'où le coup peut venir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, vous avez grosso modo 7 zones de risque dans une entreprise, et ces 7 zones de risque doivent permettre de balayer 90% des points d'entrée possibles de vulnérabilité dans l'entreprise. Et l'un de ces points, ça peut être aussi bien les risques attachés à la perte des archives, tout simplement, de l'entreprise. Il faut savoir que le chef d'entreprise a l'obligation de transférer un historique. Donc, les pertes, les atteintes à l'intégrité des données, c'est quelque chose de très important. Donc ça, en soi, c'est une zone à risque, et il faut, sur ce terrain-là, toujours essayer d'analyser les risques et de savoir quel est le plan à mettre en place. Alors alors ma voisine me dit place aux questions. Elle a raison. Je voulais juste terminer en disant que l'arsenal juridique est là pour vous aider. Je pense qu'il faut arrêter de voir l'arsenal comme quelque chose qui encercle. Les outils sont là. En fait, en quelque sorte, et c'est peut-être ce qui va permettre de lancer les questions, en fait, c'est une boîte à outils pour savoir comment se préserver. Mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est l'importance, la prise de conscience que la sécurité est aujourd'hui une obligation. C'est une menace, mais c'est aussi et avant tout une obligation pour chacun d'entre nous.